Quand j'ai rentré au pensionnat, j'avais 6 ans. 150 000 enfants, justement, volés à leurs parents et placés dans des pensionnats pour autochtones. Et le gouvernement décide, tout à fait sciemment, de ne rien faire. Des milliers d'enfants internés de force dans des pensionnats religieux. They were like, you don't want to be associated with Native people, because Native people are on the streets. Il y a eu aussi des agressions sexuelles. Ils nous torturaient, ils tiraient les oreilles, ils nous pinçaient, tiraient les cheveux. Il n'y a pas eu de maltraitance des Autochtones. Les associations autochtones, ils se plaignent pas avant 1994. Actuellement, ce qui se dit, c'est des oui-dire. Vous avez voulu nous éliminer, c'est écrit noir sur blanc. Puis tu dis que c'est pas du génocide. On estime à 150 000 le nombre d'enfants autochtones placés de force dans des pensionnats, loin de leur famille, pendant plus de 100 ans. C'est un véritable génocide culturel qui s'est arrêté il y a seulement 28 ans, en 1997. Les survivants et leurs descendants doivent aujourd'hui composer avec ces événements traumatiques encore complètement inconnus en dehors du Canada. Comment un pays en apparence aussi progressiste a-t-il pu laisser faire ça? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et surtout, qui sont les responsables? Les amis, avant de commencer, cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de Odoo. Odoo, c'est une plateforme tout en un qui permet de centraliser toute la gestion de votre activité, que vous soyez à la tête d'une petite équipe ou d'une grande entreprise. Odoo propose plus de 45 applications faciles à utiliser, conçues pour tous les besoins. Facturation, compta, gestion de projet, création de site web, RH, tout y est. L'énorme avantage d'Odoo, c'est que tout est centralisé et intégré sur une seule plateforme. Plus besoin de jongler entre plusieurs outils. Sur Odoo, tout communique ensemble et donc plus besoin de réencoder les informations d'une application à l'autre. Je prends un exemple. Vos ventes sont automatiquement liées à votre compta et vos stocks, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble claire sur votre activité et en temps réel. L'interface est simple, intuitive et surtout évolutive. Odoo vous offre la première app gratuitement à vie avec support et hébergement illimité et vous pouvez en ajouter au fur et à mesure que votre activité et vos besoins grandissent. Dès 19,90 € par mois, vous débloquez l'accès à toutes les applications et ça fait plaisir. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 12 millions de personnes qui utilisent Odoo, alors si ça vous chauffe, je vous mets le lien en description. Bon, si vous suivez la chaîne depuis quelques mois, vous savez que mon truc, c'est plutôt les entretiens politiques, les analyses, les histoires, les reportages. Mais pourtant, cette chaîne YouTube, je l'ai démarrée sur ce continent. Montréal, c'est une ville qui est extrêmement bienveillante. J'ai déménagé à Montréal avec mes parents à la fin de mon adolescence. J'ai même fait mes études ici. Et ce qui m'a tout de suite fait rêver, c'est la culture. La nature à 2 pas de la ville. Ce que j'aime de mon métier, là, c'est d'être travaillé dehors comme ça. L'ouverture d'esprit. En fait, en 2021, le Canada décroche carrément le titre ultime de meilleur pays du monde. Et en 2022, le pays accueille un nombre historique de 437 539 nouveaux résidents permanents. Et mes années ici au Québec font partie des meilleures années de ma vie. Pourtant, après 6 ans ici, j'ai compris qu'il y a des sujets dont il valait mieux ne pas parler. Pensionnat pour autochtones. Mais avant de parler des pensionnats, je dois vous parler des autochtones parce que ce sont eux les premiers concernés par cette histoire qui semble surréaliste. Et pour ça, je dois revenir un peu en arrière. Dans nos cours d'histoire, on nous apprend souvent que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Sauf qu'en réalité, Colomb, il débarque aux Caraïbes. Et c'est un autre type, un certain Jacques Cartier, qui va jouer un rôle dans la colonisation du Canada. Jacques Cartier, c'est un navigateur breton, envoyé par le roi de France de l'époque, un certain François Ier, pour tâter le terrain de l'autre côté de l'Atlantique. À l'époque, les grands royaumes européens lancent des expéditions maritimes vers l'ouest, et c'est un peu à qui arrivera sur place le premier, et qui découvrira le plus de richesses. Or, argent, fourrure, tout est bon à prendre. En 1534, Cartier atteint donc Terre-Neuve, une île située ici, tout à l'est du Canada, et se met à explorer le golfe du Saint-Laurent. Il découvre plusieurs terres qu'on appellera par la suite la Nouvelle-France. Bon, en fait, Jacques Cartier n'a rien découvert, puisqu'il y avait déjà des gens qui habitaient sur ces terres. Au Canada, c'était notamment des peuples de culture algonquine et iroquoienne. Les peuples européens qui arrivent sur le continent sont insérés dans des réseaux commerciaux, diplomatiques, militaires qui sont préexistants. Et j'insiste sur ce geste-là, qui sont insérés dans un réseau préexistant, parce que souvent on va dépeindre les Européens comme des
conquérants, des découvreurs qui franchissent le territoire. Mais non, s'ils se déplacent sur le territoire, ce n'est que parce que les occupants du territoire le leur permettent. En 1763, la Nouvelle-France passe aux mains des Britanniques, sans que les autochtones aient leur mot à dire. Et avec le temps, les relations et les dynamiques entre colons et autochtones vont radicalement changer. Après la conquête britannique, il y a véritablement un afflux massif de colons anglais. Donc là, ça change la donne complètement. Parce que tout à coup, les Autochtones qui possèdent le territoire deviennent des obstacles à la colonisation. J'avance un peu dans le temps, on est désormais en 1867 et plusieurs colonies vont s'allier pour former la Confédération canadienne. Quelques années plus tard, c'est le début de tout un tas de lois qui vont tenter de civiliser les autochtones, que l'on nomme encore à l'époque les sauvages. En gros, il faut convertir tout ce petit monde au christianisme, les pousser à abandonner leur mode de vie traditionnel, nomade, pour adopter un mode de vie sédentaire. Pourquoi ? Eh bien parce que qui dit sédentarisation dit meilleur contrôle sur les terres. Des terres qui regorgent de ressources précieuses comme le pétrole, le bois, différents minerais, bref, tout un tas de trucs essentiels à l'économie canadienne. Et parmi toutes les lois, il y en a une qui va sortir du lot, l'Acte des Sauvages, qu'on appelle maintenant la loi sur les Indiens, une loi qui est toujours en vigueur en 2025. Ce texte, c'est un texte qui voit le jour en 1876 et qui ne s'applique pas à tous les autochtones. Bon, vous avez remarqué, depuis le début de la vidéo, je parle d'autochtones ou de premier peuple. En fait, le terme indien, c'est un terme juridique, il existe, mais il est extrêmement péjoratif et donc il est plus du tout utilisé parce qu'il fait référence aux politiques colonialistes. En fait, quand on parle d'autochtones au Canada, on parle de 3 groupes qui sont officiellement reconnus par la Constitution canadienne. Il y a les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Les Premières Nations, c'est le groupe majoritaire, ils sont aujourd'hui environ 60%, puis viennent les Métis et les Inuits. Dans ce reportage, je vais surtout parler des Premières Nations qui ont leur propre histoire, leur propre langue, leurs propres croyances et traditions. Et chacun de ces groupes est ensuite divisé en plusieurs communautés. En tout, au Canada aujourd'hui, on compte 1,8 million d'autochtones, soit 5% de la population totale, qui vivent principalement dans les provinces du Nunavut et des territoires du Nord-Ouest. Bon, mais le Canada, c'est immense. Alors, pour pas cramer trop de kérosène, je reste au Québec, l'une des 10 provinces du pays. À partir de 1876, la loi sur les Indiens va définir tout un tas de règles. Elle va notamment dire qui peut ou non être désigné comme Indien. Elle va aussi organiser la gestion des terres, des ressources et de l'argent des autochtones à travers la création de réserves. Bon, petite précision importante, aujourd'hui, on n'utilise plus trop le terme de réserve. Il renvoie quand même vachement à une idée de stockage d'objets. Au Québec, on préfère aujourd'hui le mot communauté. Je vous prends un exemple. Si vous étiez Innu à l'époque, vous habitiez sur un territoire qui faisait à peu près cette taille. Ouais, c'est grand. Mais avec le système de réserve, vous pouviez être contraint de n'habiter plus que ici ou encore là. En fait, ce système de réserve va imposer que ces terres appartiennent désormais à l'État, mais qu'elles sont mises à l'usage et au profit des autochtones, peu importe si c'était de base leur terre. Au passage, ce truc, ça a encore d'énormes conséquences aujourd'hui. Certains autochtones qui habitent dans des réserves et qui veulent faire un prêt à la banque, eh bien ils peuvent pas, parce qu'ils peuvent pas mettre en garantie leurs terres, car celles-ci appartiennent à l'État. La loi va aussi interdire certaines pratiques culturelles, comme les danses du soleil. Bref, elle donne à l'État canadien un véritable rôle de tuteur des communautés autochtones. Encore une fois, sans qu'on leur ait rien demandé. On considère qu'elles ne peuvent pas se gérer et faire pleinement partie de la société canadienne, alors on va les éduquer. Là, j'arrive à Saint-Marc-de-Figry, une petite ville à l'ouest du Québec. Et ici se trouvait l'un des 140 pensionnats pour autochtones du Canada. Celui de Saint-Marc-de-Figry, il a ouvert en 1955 pour accueillir 200 enfants autochtones. Il a fermé ses portes en 1973 et a été détruit dans les années 80. Ces pensionnats, ce sont des écoles pour enfants autochtones. Le but affiché, c'est de les sortir de leur communauté dite sauvage pour les transformer en citoyens canadiens civilisés. Les pensionnats pour autochtones, ils existaient déjà au début du 19e siècle, mais c'est vraiment la loi sur les Indiens qui va transformer ces quelques cas isolés en un véritable système. Les premiers pensionnats vont être créés dans les années 1830. Il y a une espèce de constat qui va s'imposer peu à peu, c'est de dire, écoutez, s'ils continuent à être nomades, on n'y arrivera jamais. Il faut absolument qu'on les sédentarise. Et on se dit aussi que si on s'en prend aux adultes, les adultes sont irrécupérables. Donc il faut s'y prendre avant. Ça veut dire qu'il faut penser à enlever les enfants de leurs parents, à les scolariser, à les christianiser. Et après, ça va permettre
de les sédentariser, et comme ça, ils vont abandonner leur manière de faire, leur mode de vie, et ça sera très bien. De 1878 à 1997, 150 000 enfants autochtones sont ainsi placés dans ces écoles, souvent à des centaines de kilomètres de chez eux. Certains sont carrément enlevés sans même que leurs parents ne soient au courant. En 1920, la loi sur les Indiens est amendée. Regardez ici, article 10. Tout enfant sauvage âgé de 7 à 15 ans doit fréquenter l'externat, l'école industrielle ou le pensionnat pendant les périodes entières durant lesquelles ils sont ouverts chaque année. Les parents qui refusent se prennent des amendes et risquent carrément la prison. Quand j'ai rentré à l'âge de 6 ans, 7 ans au pensionnat, on nous avait offert une ride, une promenade de camions. Les camions chez nous, à mon âge, on n'a jamais vu ça, tu sais. Ça roule, cette affaire-là. Puis on n'est jamais revenu. On était tous habillés pareil. Tout le monde avait le même gilet, les mêmes pantalons, les mêmes souliers, les mêmes bas. Puis on était coiffés de la même manière parce que moi, j'avais plus de cheveux non plus. Tout était enlevé, tout était rasé. Puis on s'est promené avec un turban sur la tête pendant des jours parce que on était malpropre, on était plein de poux. Notre langue n'était pas permis qu'on puisse parler. Puis un jour, à l'automne, on est tombé malade. On était tellement faibles, on était fiévreux. On nous donnait pas rien de particulier, on nous privait de manger. Ils sont arrivés avec des plats, puis là, ils nous ont dit, si vous commencez à parler puis à utiliser plus de mots français, vous allez guérir plus vite. Puis plus on utilisait de mots français, plus notre nourriture était meilleure, était plus savoureuse, si tu veux. Une fois sur place, le calvaire continue pour les enfants autochtones. Malnutrition, quasi absence de soins, manque de chauffage l'hiver alors que les températures peuvent atteindre jusque moins 30 degrés. Certains enfants reçoivent des coups et sont la cible d'abus psychologiques, physiques, sexuels, allant parfois jusqu'au viol. Les conditions de vie sont insalubres et des cas de tuberculose se déclarent. Ces pensionnats, ils étaient gérés, dirigés par des religieux. C'était quoi votre relation avec eux? L'autorité. Très méchant. Puis quand ça marchait pas juste le ton, ils utilisaient des ceintures, des coups de bâton. Ils nous torturaient, ils tiraient les oreilles, ils nous pinçaient, tiraient les cheveux. On était torturés, on était physiquement torturés. Puis il y a eu aussi des agressions sexuelles qui sont arrivées chez les tout petits enfants, surtout les plus jeunes. Ça a commencé comme ça. Puis ça allait les abuser dans les chambres, dans la chambre du supérieur. Puis on avait toujours peur que ce soit nous qui va être le prochain, tu sais. Puis on a vécu dans la peur d'être choisi, si tu veux. Puis quand tu pissais dans tes culottes, ils te laissaient de même toute la journée. Ceux qui faisaient pipi au lit, on prenait leur couverture de lit, puis ils faisaient une espèce de voile avec eux autres. Puis l'odeur de la pisse qui traînait partout toute la journée. Et c'est là qu'on a commencé à avoir la graine de la haine qui est rentrée en moi. À haïr mes parents, à haïr ma langue, à haïr mon peuple. Au total, sur les 150 000 enfants placés dans des pensionnats pour autochtones, 6 000 mourront sous le coup des maladies et des mauvais traitements. Alors, qui est responsable de cette tragédie? Si ce système de pensionnat a été rendu possible, c'est surtout à cause de deux hommes. John A. Macdonald, le premier Premier ministre du Canada, qui a autorisé leur création en 1883, et Duncan Campbell Scott, un poète devenu surintendant adjoint au département des Affaires indiennes. En fait, le but de ce département, c'était d'avoir un intermédiaire entre les autochtones, qu'on appelle encore à l'époque les Indiens, et l'administration coloniale britannique. Campbell Scott résume la position du gouvernement en déclarant en 1920 « Je veux qu'on se débarrasse du problème indien. Notre objectif est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada qui n'ait pas été absorbé dans la société, qu'il n'y ait plus de questions indiennes, ni de ministère des Affaires indiennes. Voilà l'objectif du projet de loi. » Le gouvernement fédéral, au début du XXe siècle, commence quand même à avoir des échos de l'insalubrité de certains de ces pensionnats. Comment ils réagissent? Il réagit pas.
Beaucoup d'enfants ont fugué, il y a eu des morts d'ailleurs, parce qu'ils mouraient souvent de froid, de faim pendant leur fugue. Vous avez des enfants qui mettent le feu à leur école, vous avez des enfants qui font de la grève de la faim, vous avez plein de choses comme ça qui sont rapportées aux agents. S'il y avait évidemment beaucoup de gamins qui s'enfuient, ils vont mettre des barreaux aux fenêtres. Alors le problème, c'est que s'il y a un incendie, les gamins ils sont pris à l'intérieur, ils peuvent pas sortir. Donc il y a eu des morts aussi comme ça. Il va quand même y avoir donc le médecin en chef du ministère de l'Intérieur, dont à l'époque dépend le département des Affaires indiennes, qui s'appelle le Dr Peter Bryce, qui est mandaté en 1907 par le gouvernement fédéral pour faire un rapport sur l'état de santé dans les pensionnats qui existent à ce moment-là. Et ce rapport dit, ça va pas du tout. Beaucoup d'enfants sont atteints de la tuberculose. Les enfants sont tous mis les uns avec les autres. Vous avez également des épidémies de typhoïde, de coqueluche, la nourriture est insuffisante, elle est de mauvaise qualité. Dans certains pensionnats, l'eau n'est pas potable. Et le gouvernement décide, tout à fait sciemment, de ne rien faire. L'autre responsable, c'est l'Église. Ces pensionnats, ils étaient parrainés par le gouvernement canadien, mais étaient dirigés par des religieux catholiques et protestants. Après tout, il est malléable à l'âge où on le trouve. On peut en faire à peu près ce qu'on voudra. Bon, j'ai tenté des dizaines de messages et d'appels à différents représentants de l'Église et des politiques de l'époque, mais aucun n'a voulu me répondre. Mais vers les années 1950-1960, les pensionnats commencent à fermer leurs portes un peu partout dans le pays. Le dernier pensionnat pour enfants autochtones a fermé en 1997, c'était il y a 28 ans. Alors on pourrait croire que tout rentre dans l'ordre, que les persécutions à l'encontre des communautés autochtones s'arrêtent là. C'est pourtant loin d'être le cas. My name is Naguset. I'm part of the 60s Scoop. So I was taken away from my community when I was 3 years old and adopted into a Jewish family in Westmount. À la fin des années 50, les différents services de protection de la jeunesse, chargés de s'assurer des bonnes conditions de vie des enfants canadiens, estiment que beaucoup d'enfants autochtones vivent en situation d'extrême précarité. Bon, en tout cas, c'est leur interprétation. Faut dire que quand les parents ont connu la sédentarisation forcée et les pensionnats, reconstruire une vie stable après, avec un mode de vie complètement différent de ce qu'on a connu, c'est très compliqué. Les traumatismes sont tels que plusieurs survivants sombrent dans la drogue et l'alcool. Dans la province du Saskatchewan, le service de protection de la jeunesse décide alors de développer un programme appelé AIM pour Adopting Indian and Métis. Have you ever considered adopting a child? Many couples have found their happiness through AIM. AIM is a division of the Department of Welfare, established as a placement service for Indian and Métis children. AIM. Ce spot de pub, il fait froid dans le dos. L'objectif à l'époque, c'est de vendre l'idée aux familles non autochtones, principalement blanches, canadiennes, qu'elles peuvent adopter des enfants autochtones. Si vous étiez canadien dans les années 60, vous pouviez tomber dans le journal sur des annonces comme celle-ci. Lorna est une petite femme potelée avec des fossettes sur les doigts, les mains, les genoux et les orteils. Elle a un petit nez de carlin, une bouche délicate et une tête uniforme couronnée d'une épaisse chevelure noire. C'est un bébé exceptionnellement heureux. Un enfant vraiment charmant. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi adopter Gwen. Gwen est une belle petite fille à l'apparence faussement triste. Âgée aujourd'hui de 2 ans et demi, bien qu'elle se méfie des étrangers, elle aime beaucoup qu'on lui porte de l'attention et les câlins. Elle est indépendante et sait s'amuser seule. Naguset a été l'une de ces annonces. My mother went to residential school, and because of her experience at residential school, when she started to have children, she didn't necessarily want to be a mother, or she couldn't be a mother, I'm not exactly sure, but she would often leave and go out and party or do things. So then me and my sister were left to our own devices. My sister's like 5 or 6 years old. She's the one who's trying to make sure that we eat and everything. Eventually, neighbors call and say, these children are left alone, somebody needs to intervene, and then police and social workers came in. So every time there was an incident, my sister and I were put into foster care. Comment ça se passe très concrètement? C'est des membres du programme AIM qui viennent te chercher. So what happened was me and my sister were in a foster home and a social worker came and took a picture of me, sent that picture back to Montreal, and it was put in a catalog. So my adopted family said, we can't have kids, we should go and adopt. They go into Jewish Family Services. They took all the white children out and only put Native kids in. So they flipped to this page and they're like, oh, she's so cute, we'll take her. Comment se passe cette intégration dans cette famille juive de Westmount?
Okay, so I'm not that dark for a Native person. But when I was a kid, for whatever reason, I was much darker. I have a blonde brother and a blonde sister. Everyone is like so obviously white. And then all of a sudden I come into this family. And the social workers didn't tell my family anything about who I was as an Indigenous child, what nation I was. But they also they did tell my parents, don't tell her she's Native. So maybe tell her she's Italian or Israeli. They wanted me to see myself as a nice Jewish girl. So that was what my parents used to tell me. Oh, you're dark because you're Israeli. But I already, okay, I'm 3. I'm like, no. Pretty sure I used to live in a teepee. Like I had some memories. So every time I rebelled by trying to be proud of my culture, it just pushed them away. They were like, you don't want to be associated with Native people because Native people are on the streets and they're drunks. Why would you want to be something like that? We just brought you into this house. You have lots of money, lots of food, lots of opportunities. Stop telling people you're Native. Pendant cette rafle, surnommée la rafle des années 60, ou 60s Scoop en anglais, plus de 20 000 enfants autochtones sont ainsi enlevés à leur famille. Concrètement, ils perdent bien souvent leur nom de naissance, leur langue, leur identité culturelle. Beaucoup sont victimes d'abus physiques, psychologiques, sexuels dans leur famille adoptive. D'après Statistique Canada, qui est l'organisme national de statistique du pays, plus d'un tiers des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels ou physiques alors qu'ils étaient enfants sous la responsabilité légale de l'État sont autochtones. Tous ces témoignages sont tragiques mais tristement banals et les effets de ces persécutions se font encore largement ressentir aujourd'hui. Pour comprendre, je vous présente Mila et Jessie. Elles ont toutes les deux 11 ans, elles sont toutes les deux québécoises et habitent ici, à Montréal. Mila fait partie de la communauté Anishinaabe, un peuple des Premières Nations. Sa mère est allée au pensionnat pour autochtones de Saint-Marc-de-Figry. Jessie, elle, a grandi dans une famille blanche. Ses parents n'ont subi aucun trauma particulier dans leur enfance. Et si aujourd'hui, leur quotidien est assez semblable, leur futur va être modelé par l'héritage d'années de traumatisme imposés aux communautés autochtones. Et statistiquement, Mila a 2 fois plus de risques d'être au chômage quand elle sera adulte. Elle gagnera entre 8 000 et 18 000 $ canadiens de moins par an que Jessie. Elle a aussi plus de chances d'être mal logée, exposée au crime, et parce qu'elle est une femme autochtone, elle est 3 à 4 fois plus susceptible de subir des violences sexuelles que Jessie. Et ça ne s'arrête pas là. Le taux de suicide chez les Premières Nations est 3 fois plus élevé que chez les populations non autochtones. Le taux d'incarcération est aussi beaucoup plus élevé. Plus de 25% des détenus canadiens sont autochtones, alors qu'ils ne représentent que 5% de la population canadienne. Il y a aussi de plus gros problèmes de drogue, d'alcool dans les communautés autochtones. Bref, tous les indicateurs explosent quand on les compare aux non autochtones. Quand on vous arrache tout jusqu'à votre identité, c'est tellement énorme. Si on regarde juste les pensionnats, on s'est attaqué à leur culture, à leur façon de vivre, à leur façon d'être, à leur façon de penser, à leur façon de s'habiller, de se coiffer, de se mouvoir, dans tout jusqu'à l'intimité de leur corps. Ça laisse forcément des traces. C'est très 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 grave en fait, parce qu'on ne se rend même plus compte à ce moment-là de la violence que ça a pu produire. C'est une violence qui est systémique, c'est une violence institutionnelle qui s'applique dans tous les moindres recoins de la vie. En fait, moi, je suis souvent épatée par les gens qui ont réussi à s'en sortir parce qu'ils ont des bagages à traîner que moi, j'ai pas à traîner. Je suis ici à Guisgapégag, en Gaspésie, dans une communauté autochtone, où j'ai rencontré Jeannette Martin. Jeannette Martin, elle est vice-présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec. J'ai 47 ans, ma mère va avoir 91 ans demain. Elle a transféré des blessures psychologiques. Fait qu'à l'âge de, je dirais à 16 ans, j'ai comme un peu dérapé. Je suis tombée enceinte. Puis ma mère m'a dit, si tu veux rester dans la maison, il va falloir que tu te fasses avorter. J'ai tombé dans la drogue, puis la consommation de drogue plus forte. Fait que l'alcoolisme, la cocaïne. J'ai tombé vraiment bas dans ma consommation. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Les médecins ont appelé ma famille pour leur dire si vous venez pas chercher votre fille maintenant, là, c'est qu'on va la ramener dans une boîte. Après l'interview, Jeannette a accepté de nous faire visiter sa communauté ici à Guisgapégag. Guisgapégag, c'est ici que ça commence. Étant jeune, nous autres, on se baignait ici.
Oui, très froide. Et aujourd'hui, tu le fais plus? On ne fait plus. Ben, pas. On se baigne plus, mais on fait beaucoup de kayak. Il y a combien de personnes qui vivent à Guésigapéguac? Nous sommes à peu près 750 personnes. On a beaucoup de services. On ne peut pas dire qu'on est, on n'est pas isolé, on n'est pas. Mais avec tout ce qu'on a, il nous manque quand même des ressources. Toutes nos traditions ont été interdites, surtout la Sundance. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient, qu'on priait à un Satan. Ils pensaient que c'était un péché. Ce qu'il faut, c'est qu'encore aujourd'hui, beaucoup de Canadiens ferment les yeux ou simplement ignorent la réalité des pensionnats pour autochtones et la rafle des années 60. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la rafle des années 60? Je connaissais pas le terme, mais j'en ai entendu parler de ce nom-là. Mais... C'est que scoop? Non. Non, j'ai jamais entendu. Non, j'ai pas entendu parler de ça. Ça me dit rien. No idea. Et même s'il y a eu quelques tentatives d'excuses de la part du gouvernement canadien à la fin des années 90, le vrai début de la reconnaissance se fait en 2008. The government now recognizes that the consequences of the Indian residential schools policy were profoundly negative, and that this policy has had a lasting and damaging impact on Aboriginal culture, heritage, and language. Lui, c'est Stephen Harper, et il a été Premier ministre du Canada de 2006 à 2015. En 2008, il demande pardon pour les pensionnats pour autochtones devant la Chambre des communes, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Mais le gouvernement canadien ne prend aucune mesure pour corriger le tir. La même année, on passe à la vitesse supérieure. La commission de vérité et réconciliation sur l'histoire des pensionnats autochtones. Une commission vérité et réconciliation. La commission de vérité et réconciliation du Canada en faveur de la réconciliation entre les Canadiens et les victimes des pensionnats indiens. Cette commission Vérité et Réconciliation, elle va siéger pendant 7 ans et elle a 2 objectifs qui sont dans le titre. D'abord, dire la vérité et ensuite, orchestrer la réconciliation. Concrètement, ça veut dire faire la lumière sur les pensionnats, entendre les victimes, comprendre de façon historique ce qui s'est passé et éduquer la population. Est-ce que vous savez ce que c'est la commission Vérité et Réconciliation ? J'imagine que c'est un petit peu comme aux États-Unis avec les communautés indiennes. I don't know about the commission. C'est pas une commission qui a été fixée par le gouvernement fédéral ou quelque chose comme ça? Oui. Oui? Tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Non. À partir de 2008, il y a cette commission Vérité et Réconciliation qui apparaît. Comment est-ce que vous accueillez tout ça? La vérité était le mot qu'on voulait avoir uniquement. Puis il y en a qui ont mis la réconciliation. J'avais énormément de difficultés avec ce mot-là. Tout simplement parce que j'ai pas été capable de le traduire. C'est là que je me suis arrivé à dire que ça vient du gouvernement. Ça vient de l'autre bord. On veut se réconcilier avec vous, mais pas nous. Pas nous. Nous, on veut la vérité. Vous voulez la réconciliation. Plus de 6000 victimes et proches des victimes des pensionnats vont témoigner. Et en 2015, la commission publie un long rapport. Rien que le sommaire exécutif fait 600 pages. Et il présente plusieurs conclusions, mais celle qui va faire le plus de bruit tient en 2 mots. De génocide. Génocide. Génocide culturel. Ce terme, il est prononcé par le chef de la commission Vérité et Réconciliation, le juge Murray-Sinclair, et il n'est pas employé à la légère. Voici un passage du rapport de la commission. Les États qui s'engagent dans un génocide culturel se donnent pour but de détruire les institutions politiques et sociales du groupe ciblé. C'est l'idée que on va s'attaquer à la culture, à l'identité, à la langue, à tout ce qui fait en fait ce que c'est qu'appartenir à ethnos, à un peuple. Donc un ethnocide, c'est pas très loin d'un génocide. On a mis culturel devant parce que voilà, les pensionnats, ça n'a pas été des camps de concentration, mais ça a été un système violent. Forcément, ce terme, il va faire l'effet d'une bombe. En 2015, Beverly McLachlin, la juge en chef de la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays, reprend le terme. Le 1er avril 2022, c'est au tour du pape François de reconnaître le rôle de l'Église dans les pensionnats pour autochtones. Pienso en particular en los abusos sexuales cometidos contra menores. Yo quisiera, junto con ustedes, pedir nuevamente perdón a todas las víctimas. Mais Madame la juge a tempéré un peu le mot en ajoutant le mot culturel. C'est comme « excusez-nous d'avoir commis le génocide ». Est-ce que vous avez voulu nous éliminer? C'est écrit noir sur blanc.
Puis tu dis que c'est pas du génocide. Pour moi, j'ai pas été à la bonne école en français. Et au-delà de ça, la commission Vérité-Réconciliation a permis de dédommager financièrement les victimes des pensionnats à hauteur de presque 2 milliards de dollars. Concrètement, la commission Vérité-Réconciliation, elle propose 94 appels à l'action à l'ensemble de la société canadienne. Aussi bien le gouvernement fédéral, les provinces que les universités, pour aider à restaurer la relation entre autochtones et non-autochtones. Et il y a notamment 2 appels très concrets que j'ai trouvé frappants. L'appel 93 qui demande au gouvernement d'examiner la trousse d'informations pour les nouveaux arrivants au Canada afin que l'histoire relatée reflète davantage la diversité des peuples autochtones du Canada, y compris aux moyens d'information sur les traités et sur l'histoire des pensionnats, c'est-à-dire que cette histoire soit inclue dans l'histoire officielle du pays. Bon, moi j'ai jamais passé le test de citoyenneté, mais je peux vous dire que je suis allé au lycée ici, j'ai même suivi des cours à l'université, des cours d'histoire, et on ne nous a jamais parlé ni des pensionnats, ni de la rafle des années 60. L'autre appel marquant, c'est l'appel 94, qui demande à inclure le respect des traités conclus avec les peuples autochtones dans le serment de citoyenneté canadien. En gros, quand vous devenez canadien, vous jurez de respecter les lois du Canada, mais aussi les traités autochtones. Bon, alors où je publie ce reportage, on est 10 ans après les conclusions de la commission. Alors combien de ces 94 appels à l'action ont vraiment été appliqués? Ils disent qu'il y en a, depuis 2021, il y en a coché 15. On a du chemin à faire, là. 10 ans après la commission Vérité-Réconciliation, une chose qui est certaine, c'est j'ai vu quand un gouvernement veut faire la réconciliation popcorn, quand ils veulent aller vite, quand, OK, on est guéri, on est réconcilié, ça marche pas. On peut pas défaire plus de 100 ans de colonisation en 10 ans avec des ustensiles en plastique. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment se rendre compte que c'est pas à travers les attentes qu'on a du gouvernement que ça va changer quelque chose, ça va être vraiment avec ce que la population, elle, va mettre en place, ce qu'elle va reconnaître, ce qu'elle va vouloir amener de guérison. Bon, et non seulement le bilan de la commission Vérité-Réconciliation est faible, mais des drames sont encore découverts aujourd'hui. En mai 2021, les tombes non marquées de 215 enfants sont ainsi retrouvées sur le site de l'ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, le plus grand pensionnat pour autochtones du pays. Un mois plus tard, 715 nouvelles tombes non marquées sont retrouvées près de celui de Marieval, dans le Saskatchewan. Sur les réseaux sociaux, on voit apparaître les hashtags « Chaque enfant compte » ou « Every child matters ». Pourtant, certains comme Jacques Rouillard, historien et professeur émérite à l'Université de Montréal, remettent en question la légitimité des récits autochtones sur les pensionnats. Dans l'une de vos publications, vous parlez de diabolisation des pensionnats. Oui. Pourtant, les discours aujourd'hui qui émanent d'élèves qui ont fréquenté ces pensionnats nous parlent d'abus physiques, sexuels, psychologiques, de malnutrition, de manque d'accès au chauffage. Comment se fait-il que le gouvernement fédéral ait pu se rendre complice quelque part de cette maltraitance de ces jeunes enfants autochtones? Il n'y a pas eu de maltraitance des autochtones. Les associations autochtones, ils se plaignent pas avant 1994. En 1994, lorsque des anciens étudiants, les survivants, disent-ils, commencent à témoigner à l'égard des pensionnats. Auparavant, en 1948-49, les associations autochtones ont fait des représentations auprès du gouvernement fédéral. Ils se plaignent pas du tout des pensionnats. Ce sont des Autochtones eux-mêmes qui ont souhaité être scolarisés. Si les Autochtones avaient été aussi malheureux avec ces interdictions, ils l'auraient dit dans leurs documents. Les enfants qui sont dans les pensionnats ont des examens de la vue. Ils ont des examens de les dents, gratuitement. J'ai même pas ça à l'époque. On n'est pas de ça au Canada. J'ai jamais eu ça, moi, au Canada. Ils vont se plaindre de toute autre chose, de la loi des Indiens, de divers aspects de la loi des Indiens. Mais il n'est pas question de critiquer l'éducation autochtone ou les pensionnats. Ça vient plus tard. Ça fait partie de l'histoire que ces minorités ne prennent pas tout de suite la parole. Oui. Quand vous écoutez les victimes de l'affaire Weinstein, par exemple, de l'affaire MeToo aux États-Unis, ça a pris des années. L'omerta, le tabou, par définition, prend du temps à être brisé. Oui, mais ça a pris du temps, ça a pris puis c'est à partir de l'histoire orale. Moi, je me base sur les écrits. Les associations autochtones ont changé complètement de perspective à l'égard des pensionnats à partir de 1994. Il y a un élément qui s'ajoute dans les années 90, c'est que la commission d'enquête le royal d'enquête sur les pensionnats
exige des excuses des personnes responsables des pensionnats et le dédommagement des collectivités autochtones pour favoriser la guérison. Là, on commence à penser du côté autochtone qu'on peut être dédommagé pour avoir suivi les cours, pour avoir fréquenté les pensionnats. Je comprends pas bien pourquoi, tout à l'heure, vous avez mis des guillemets sur survivants. Survivants, j'aime autant parler... c'est eux, évidemment, qui utilisent comme s'ils étaient passés dans un pénitencier ou encore dans une... ils assimilent souvent leur situation à l'Holocauste, comme s'ils étaient aussi victimes d'un holocauste, d'un génocide. Et comment vous appelez alors la destruction systémique, institutionnalisée et intentionnelle de culture? Qu'est-ce que c'est si c'est pas un ethnocide, un génocide culturel? Non. Ce que voulu les communautés religieuses et le gouvernement canadien, c'est d'éduquer les jeunes autochtones. Je préfère plutôt l'expression assimilation, une volonté d'assimilation. Mais donc vous remettez en cause les témoignages? Vous remettez en cause les témoignages des victimes de ces pensionnats, des personnes qui ont fréquenté les pensionnats, si vous les appelez comme ça? Actuellement, ce qui se dit, c'est des oui-dire. Alors, mais en justice, il y a un terme qui existe, qui est le faisceau de témoignages concordants. Et ici, les témoignages vont dans le même sens. Oui. Et on ne parle pas de deux témoignages qui vont dans le même sens, on parle de centaines, de milliers. Il y a des dizaines de milliers qui ont fait partie des compensations. Des compensations obtenues par les Autochtones, 98 000 ont obtenu des compensations, 100 000 ont obtenu des compensations. Donc je comprends pas. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui mentent ou qui augmentent leur souffrance pour pouvoir être dédommagées, c'est ça? Je sais pas. Je dis que ce contexte-là favorise. Cette histoire, celle des pensionnats, de la rafle des années 60, elle est sombre, mais on ne peut pas la nier. Les communautés autochtones essaient aujourd'hui de se la réapproprier pour guérir à travers la culture, que ce soit la peinture, la sculpture, la musique ou encore l'écriture. Michel Jean, lui, est Innu et écrivain. Il a transformé ses histoires de famille en remède. Quand moi j'étais jeune, si on disait qu'on était Innu ou autochtone, ça nous valait des blagues, des mauvaises blagues. On regardait la télévision et les westerns, les autochtones étaient toujours les imbéciles qui tournaient en rond en se faisant tirer par des cowboys. Moi, j'ai écrit d'abord pour les autochtones, OK? Parce que je veux que les autochtones soient fiers de leurs histoires. Ensuite, j'ai écrit autant pour les non-autochtones, parce que je veux qu'eux aient accès à la perspective autochtone de leur propre histoire. Moi, je vois mon rôle, en fait, comme quelqu'un. Moi, je suis la personne qui rentre dans la pièce chez vous, et moi, je suis la personne qui ouvre la lumière. Clac. Et là, on voit qu'il y a des blattes sur les murs. Il y a deux manières reconnues de se débarrasser des blattes. La première, on les tue. La deuxième, c'est qu'on referme la lumière. Moi, je ouvre la lumière, il y a des blattes chez vous. Je vous laisse décider comment vous débarrasser des blattes. Pour beaucoup d'Autochtones, les pensionnats ont été synonymes de dépossession de leur langue maternelle. Mais aujourd'hui, il y a des mesures qui existent pour freiner l'extinction des langues autochtones. En 2019, par exemple, une loi sur les langues autochtones a vu le jour pour les promouvoir et les revitaliser. L'Organisation des Nations Unies a d'ailleurs déclaré la décennie 2023-2032 comme la décennie internationale des langues autochtones. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir des autochtones au Canada? Il y a des gros morceaux qu'on ne pourra pas faire revivre. Parce que la vie nomade n'aura plus sa place non plus. Avec les changements climatiques, avec la destruction des forêts, avec l'empoisonnement qu'on vit. Sauf que on peut certainement garder les essences de cette vie-là. La langue, la couleur, le chant, le tambour, c'est important de toujours les voir, de toujours les entendre. C'est sûr qu'on réussira pas à tout coup, là, tu sais. Mais on va avoir le bonheur de dire qu'on a essayé. Bon, pour être honnête avec vous, je savais pas trop comment terminer ce reportage. Cette politique d'assimilation, elle a été mise en place au Canada, mais elle est encore présente chez d'autres communautés autochtones dans le monde. Du Brésil à l'Australie, en passant par la Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks, le mode de vie occidental veut s'imposer à tous sans prendre en compte les différences culturelles de chaque peuple. En fait, je me suis embarqué dans ce reportage en voulant mieux comprendre les traumatismes qui ont frappé les communautés autochtones au Canada, mais je me rends compte maintenant que j'ai pas non plus envie de perpétuer une image d'éternelle victime. J'ai rencontré des gens fiers, résilients, inspirants, drôles, passionnés. La réconciliation, en tout cas la reconstruction, est en marche, mais pour se réconcilier, encore faut-il faire face à l'histoire et guérir du passé. Mais pour ça, les communautés autochtones doivent pouvoir faire entendre leur voix. Alors j'espère que ce reportage y contribuera.